Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Midi-Midi de l'urbanisme qui est une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant wallon. Donc, pour rappel, il s'agit d'un débat qui est en ligne et en direct avec un acteur de l'aménagement du territoire. C'est un rendez-vous d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes que vous pouvez retrouver un vendredi sur deux sur notre page Facebook. Donc, il s'agit d'un débat durant lequel vous pouvez également interagir. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires et nous les relirons à la fin. Donc, cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Leleu. Myriam Leleu, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Leleu, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez travaillé en tant que chercheuse sur une problématique qui nous intéresse particulièrement à la Maison de l'urbanisme et qui fait écho à un enjeu de taille en Brabant wallon, c'est le vieillissement de la population. Donc, quelques petits chiffres pour mesurer l'ampleur de cet enjeu. En 2035, le Brabant wallon comptera plus de 435 000 habitants, donc soit une hausse démographique de 10% par rapport à la situation actuelle. La hausse touche aussi l'âge des habitants, donc on prévoit d'ici 20 ans 24% de seniors, donc soit un bond de 6%. Donc, Madame Leleu, face à cet enjeu, comment, selon vous, le logement peut s'adapter au vieillissement croissant de la population? Qu'est-ce qui existe comme habitat alternatif à la maison de repos? Quels sont les défis auxquels nous devons être attentifs face à cet enjeu qui travaille le territoire depuis déjà plusieurs années? Mais peut-être qu'avant de rentrer dans toutes ces questions, je vous propose de détailler un petit peu votre fonction et pourquoi, en fait, ce sujet vous tient particulièrement à cœur. D'accord. Eh bien, d'abord, merci Maureen pour cette invitation à l'expression dans les midi de l'urbanisme. Alors, en deux mots, donc je suis en fait sociologue avec une formation initiale en sociologie urbaine et rurale qui remonte à maintenant quelques années quand même, et gérontologue. Et en termes de fonction, en résumé, je suis professeure, c'est-à-dire maître assistante en haute école dans différentes structures, en travail social, en sciences infirmières essentiellement. Mais j'ai aussi développé des activités de recherche tout au long finalement d'une carrière qui commence à s'affirmer, et j'ai pu approfondir à nouveau les questions touchant aux espaces de vie des aînés, leurs espaces de vie privés, mais aussi les espaces publics dans le cadre d'un projet que j'ai pu coordonner avec la VIC, donc l'Agence wallonne pour une vie de qualité. Ce projet est intitulé Wallonie, Amis des aînés. Alors, ce projet a été coordonné et j'ai travaillé donc pendant 4 années à mi-temps pour l'Université catholique de Louvain, la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme. Voilà. Alors, c'est un thème qui m'intéresse depuis très, très longtemps, suite à une expérience de vie et de travail en maison de repos, où j'ai été aide-soignante pendant 1 mois, un moment déterminant de conscience, finalement, des besoins des aînés, et surtout qu'un aîné est d'abord une personne, avant d'être un objet, et un objet de soin. Voilà en quelques mots ma présentation. Merci beaucoup. Et peut-être avant aussi d'aller plus loin, je pense que ça peut être intéressant que vous nous expliquiez ce qu'on entend derrière le mot aîné. À partir de quel âge est-on considéré comme aîné? Est-ce qu'il y a des critères, notamment en termes d'âge, d'autonomie, etc. D'accord. Donc, je propose de montrer une slide ici qui permettront, enfin, qui va soutenir un peu le discours. Donc, derrière le mot aîné, qui est un mot qui a une connotation assez positive aujourd'hui, se cachent aussi des mots tels que vieux, vieille, vieillard, personne âgée, 3e, 4e, 5e âge, etc. Mais c'est vrai que, ou encore les seniors. Alors, au Québec, ils parlent des personnes aînées, ce que je pense être une bonne appellation. Alors, qu'est-ce qu'être aîné aujourd'hui? Eh bien, il faut quand même distinguer au moins le fait d'être âgé, d'avoir atteint un certain âge et d'entrer dans un cycle de vie qui est celui de la vieillesse, qui peut lui-même ensuite se définir en plusieurs cycles. J'y viendrai après. Mais être âgé, c'est la suite d'un processus, c'est-à-dire celui du devenir vieux. Et cela ne commence pas à 65 ans pour se terminer à 80 ou à 40 ans pour se terminer à 100 ans. Donc, c'est quelque chose qui se décline, je dirais, quasi tout au long de la vie, à partir de 20, 25 ans. Mais bien entendu, avec des phases d'accélération vers 50, 60 ans, etc. Alors, être âgé, eh bien oui, c'est avoir atteint un certain âge de la vieillesse.
On peut considérer que l'âge peut être objectivable chronologiquement, être né en 1930, ou en 1950 ou en 1980. C'est un fait objectivable, objectif, mais surtout, on se définit par soi-même comme étant ou se sentant ou se ressentant âgé ou devenant ou devenu âgé ou vieux. Et donc, c'est important de parler aussi d'une définition subjective de la vieillesse. Et enfin, la vieillesse fait bien l'objet d'une construction sociale, voire culturelle, c'est-à-dire que derrière nos manières individuelles de nous définir, de nous ressentir, il existe des codes sociaux qui sont prévus, programmés, construits par la société. Je peux prendre pour exemple le plus simple, l'âge de la retraite qui est maintenant de 67 ans en Belgique, qui fut de 65 ans, hommes et femmes, et avant de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution en fonction, en fait, des enjeux démographiques, mais aussi de l'état de santé des personnes dans l'avance en âge qui s'est fortement amélioré. Alors, s'il fallait donner des âges, eh bien, on trouve dans la littérature des séparations entre les jeunes vieux, les vieux vieux, les très vieux. Certains osent même parler de trop vieux. Alors là, je n'ai pas repris cela, mais les jeunes vieux auraient plus ou moins entre 55 et 65 ans et connaîtraient l'âge d'or quelque part, en quelque sorte, de la vieillesse. Alors là, il y a des représentations et stéréotypes qui s'expriment. En tout cas, c'est un âge encore de relative bonne santé pour à peu près tout le monde, mais pas pour tous, car le vieillissement est différentiel et nous présentons des vulnérabilités en fonction de nos parcours de vie. Alors certains vont peut-être associer à ces jeunes vieux l'âge dit de la seniorescence, invention de ma part, un âge du healthy, active and successful aging, un vieillissement réussi. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, je tiens à le préciser. Les vieux seraient plus âgés en âge chronologique, auraient entre 65 et 80 ans, et entreraient dans une forme de sénescence. Mais là encore, ce ne sera pas le cas pour tous. Alors, ce serait un âge où petit à petit on s'adapte, on cherche des adaptations, tant dans son organisation sociale, dans ses relations, mais aussi dans son rapport aux espaces de vie intérieurs et extérieurs. Certains parlent de déprise, on se défait petit à petit, mais par choix. Et les très vieux, est-ce que ce serait un âge gériatrique? C'est très lourd et j'ai mis un petit point d'interrogation. En tout cas, on avance dans le temps, des fragilités s'installent, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout être de plus de 80 ans est en perte d'autonomie et nécessairement dépendant. Donc, ça, c'est vraiment des éléments à avoir à l'esprit. Alors, pour clore sur ce thème et cette définition, j'ai repris ici une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Le vieillissement, eh bien, c'est quoi? C'est un processus graduel et irréversible de modification des structures et des fonctions de l'organisme qui va résulter du passage du temps. Mais ce processus est différentiel. Donc, on n'est pas égaux dans la santé, dans le vieillissement. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, 65 ans, c'est le seuil à partir duquel il convient de définir des politiques de santé destinées aux personnes âgées. Donc, c'est quand même un cas, en fait, qui est affirmé par une organisation internationale. Voilà, donc sur cette question. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça me donne envie de rebondir. Et est-ce que vous pouvez nous informer sur les initiatives existantes en termes de logements qui sont adaptés et adaptables, du coup, pour chaque étape de vie des aînés? Donc, on voit qu'il y a des besoins divers. Donc, du coup, je suppose des habitats divers. Donc, et si vous avez des exemples en Brabant wallon, je ne sais pas. Et je vais peut-être dire 2-3 petites choses en poursuivant avec cette présentation. Donc, en fait, quand on réfléchit sur les espaces de vie pour les aînés, il y a déjà une distinction à établir entre les espaces privés, l'unité d'habitation et les espaces publics et tout ce qui est environnement extérieur, proche ou lointain. Alors, j'ai repris ici un dessin qui sera très prochainement publié dans un guide Ville Amis des aînés qui sera publié par la région Wallonne, en fait, sous l'égide de la ministre Christy Montréal. Et on y retrouve, en fait, l'unité d'habitation qui peut être un domicile personnel, soit dans une maison, en appartement, grande maison, petite maison, villa. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent et je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails ici. Mais c'est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on est le plus nanti qu'on vivra le mieux son vieillissement dans son espace originel de vie. Certaines personnes se retrouvent fortement isolées dans leur grande villa, dans des espaces très aérés, mais la distance est tellement importante entre un lieu de vie et un autre qu'il devient difficile d'établir des relations sociales. Donc, je prends un peu le contrepoint, en fait. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut observer dans certaines villes du Brabant wallon, justement. Alors, le domicile personnel
peut se traduire et peut les aînés peuvent être invités ou vouloir quitter leur domicile dit des origines pour des logements alternatifs, habitat communautaire, habitat groupé, habitat adaptable ou modulable, et j'y reviendrai, où il est parfois nécessaire d'entrer dans l'équivalent d'une institution, c'est-à-dire une maison de repos et de soins, donc un hébergement de nature collective. Je dirais que quand même, la plupart du temps, c'est plus une nécessité qu'un choix pour les aînés, mais certains décident d'entrer en lieu de vie collectif pour, éviter de peser sur leur environnement. Alors en fait, je viens de vous parler de ce guide Wallonie Amis des aînés. Vous avez ici un schéma qui reprend différentes thématiques et l'on peut voir, je vais évoquer surtout ce qui est en partie grisé, l'importance de l'unité d'habitation, de la question de la mobilité vers l'extérieur et du lien vers des espaces extérieurs dans lesquels on peut, exercer des activités de bénévolat, prendre part à des services, loisirs, culturels par exemple, utiliser des services de soins et être informé de tous ces lieux et se sentant, dans la capacité d'accéder à ces lieux. Et ça, c'est le critère de l'inclusion qui touche tant la question de l'accessibilité physique, mais aussi de l'accessibilité économique. Parce que je sais que c'est une grande question et que nous sommes non seulement inégaux en santé, mais aussi inégaux économiquement face à la santé et face à la mobilité peut-être spatiale vers des lieux adaptés, si on désire passer vers ce type d'environnement. Donc voilà pour le cadre ici. Je ne sais pas, je continue, ça vous convient comme ça? Oui, tout à fait. Peut-être juste préciser que il y a les besoins d'autonomie qui sont différents et peut-être expliquer des exemples où les gens ont besoin quand même de garder, par exemple, de pouvoir inviter leur famille, d'avoir vraiment le lien aussi avec leurs proches qu'on a l'habitude d'avoir chez soi. Et est-ce que ces logements alternatifs le permettent ou pas? Donc, c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Donc ici, je ne vais peut-être pas développer cette fiche, j'ai repris tous les types d'hébergements possibles. Et il faut savoir que quand on parle de maison de repos, en fait, on parle de lit, maison de repos ou lit, maison de repos et de soins dans un bâtiment central. Ces lieux existent et à l'intérieur de ces lieux, on peut proposer des alternatives au fait d'être un objet de soin ou plutôt un sujet décideur. Et là, il y a des projets actuellement qui se développent, je vais y venir. Alors, il y a d'autres formules et j'avance directement vers tout ce qui est habitat communautaire et habitation adaptée ou adaptable pour les aînés. Alors, ça, j'y reviendrai plus tard. En fait, quel type de logements peuvent être proposés? Eh bien, on peut avoir des logements adaptés en fonction des besoins et dont, la programmation à la construction permettra des adaptations. Il y a des logements ouverts à des services, des logements modulables, évolutifs, des logements partagés, intergénérationnels, des logements alternatifs avec, par exemple, ici je vais donner quelques noms, les maisons Abbeyfield, qui sont des exemples d'un regroupement d'unités de logement dans un bâtiment important. Par exemple, il y a une maison Abbeyfield à Purway, où il y a généralement 8 à 10 appartements. En fait, je dirais plutôt appartements que studio, car chaque habitant y a son salon, salle à manger et cuisine de type américaine, enfin intégrée, une chambre séparée, un espace salle de bain séparé. Donc, il y a accès à tous les usages de la vie quotidienne en individuel et des espaces collectifs avec une grande salle à manger, un grand salon, un jardin partagé. En fait. Alors, ce type de lieu permet de vivre par soi-même, en toute autonomie, en toute indépendance, façon de parler, tout en étant rattaché à d'autres qui sont des personnes qui, à l'origine, ne sont pas nécessairement des personnes connues. Donc, pour entrer dans une maison Abbeyfield, eh bien, il y a une forme de cooptation qui va se dérouler. Donc, ça, c'est peut-être important de le signaler. Alors, il y a d'autres profils de lieux de vie. Et vous avez évoqué la question de pouvoir nouer du lien social. Alors, je reviens ici à des logements tels qu'un toit 2 âges ou des habitats kangourous. En fait, vous avez là des formules d'habitat partagé
en fait, où vous avez un aîné qui vit, par exemple, au rez-de-chaussée et un plus jeune étudiant ou jeune couple qui vit à l'étage, qui bénéficie d'un montant de loyer réduit, mais qui, en échange, rend des services à l'aîné. Alors, c'est quelque chose qui se développe maintenant en région wallonne, en Brabant wallon aussi. Toute la question est, lorsque cela part d'une initiative privée, comment protéger les droits des uns et des autres. Donc ça, c'est une question en fait, qui est actuellement en discussion. Les habitats kangourous, par contre, eux, sont organisés, structurés, un toit d'usage, c'est une ASBL, donc il y a une organisation. Je reviens peut-être aussi sur l'idée des logements intergénérationnels et j'ai cité ici deux structures. Bon, l'une est à Liège, l'autre est à Bruxelles, excusez-moi, mais on fait parler beaucoup d'elles parce que ce sont des lieux un peu initiatiques qui ont au Baloire, en fait, mixé un ensemble de lits MR et MRS, une crèche, à un moment, je pense qu'il y avait un commerce de vêtements de seconde main, enfin, répondant à des besoins de différents âges, en réalité. Tandis que les trois premiers, là, a multiplié des agréments, donc d'habitation protégée pour des lieux de vie pour des jeunes femmes en difficulté, avec des aînés. Donc, mélangeant, si je puis dire, des groupes d'âge et aussi parfois des difficultés sociales. Et là, on a une perspective de nature intergénérationnelle. Quant aux besoins des familles, si l'on peut dire, bon, c'est une question que vous avez évoquée, eh bien là, dans les maisons de repos, il est toujours possible de voir ses proches. Avec ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire une pandémie, c'est plus compliqué. Et il est important, évidemment, qu'il y ait des lieux où l'on peut échanger. Dans certaines maisons de repos, il y a des salons, salles à manger. Dans les maisons à Béfield, par exemple, on est chez soi comme à la maison et on y fait ce qu'on veut, quand on veut, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose d'important quand même à signifier. Ça, je ne vais peut-être pas développer ici. Je reviendrai peut-être là-dessus après. J'ai envie de vous montrer ces diapositives-ci, reprenant quelques images où vous pouvez voir, comment dire, des lieux extérieurs et des lieux intérieurs, qui sont des lieux associés à des maisons de repos. Alors, vous avez ici un couple qui se promène dans un jardin organisé et programmé pour la possibilité de mobilité avec une tribune ou en chaise. Alors, on pourrait imaginer que ce sont des pavés, mais pas du tout. Ils sont lissés et donc la structure des sols a beaucoup d'importance. Si je donne un exemple concret. Ici, autre environnement, c'est un jardin terrasse qui est rattaché à une maison de repos. Donc là derrière, vous avez une maison de repos. On pourrait s'imaginer que c'est une terrasse de café, on ne peut plus accéder pour le moment, mais enfin, pas du tout. Et là, vous avez des lieux de convivialité, en fait, mais qui sont attractifs en soi, pour les personnes et pour des personnes de tous les âges. Et ça, c'est quand même fort important. Ici, des lieux d'échange possibles pour se poser, pour être seul, pour être avec d'autres, en fait. Ou encore, alors là, je reviens plus aux besoins d'aînés qui seraient plus dans le grand âge, des lieux adaptés en collectivité avec des espaces sanitaires. Il est possible d'utiliser une baignoire, des espaces où il est possible de passer en tribune et en chaise, et des espaces où l'on a des temps collectifs ensemble ou en famille ici. Autre lieu où l'on peut échanger à nouveau. Ceci est en fait un salon d'une MR. Il n'y a pas de l'IMRS dans cet environnement. C'est un lieu de vie collectif qui accueille une vingtaine de personnes, ce qui est plus rare en fait. Il y en a très peu vu les nécessités d'adaptation des structures aux normes qui coûtent assez cher et qui sont des adaptations régulières. Ici, vous avez une vision sur des espaces extérieurs en fait, associés à une maison de repos en Brabant wallon, là je vais quand même la citer, qui se situe à Braine-l'Alleud. C'est une maison du CPAS, le Vignoble. Et vous voyez, en fait, ici, derrière, vous avez un bâti ancien des années 70 qui a été réhabilité il y a une dizaine d'années avec un hall d'accueil qui a fait entrer la lumière dans l'espace et qui est ouvert sur un extérieur avec des lieux de circulation adaptés de nouveau aux personnes plus fragiles, voire devant utiliser des supports à la mobilité individuelle. Et puis, des bancs, et ça ne se voit peut-être pas très bien sur l'image, mais ce sont des bancs rehaussés et qui permettent une assise facile et le fait de pouvoir se remonter aussi aisé. Donc, voilà quelques exemples ici.
Voilà, donc je ne sais pas si… Merci beaucoup. Peut-être, vous avez parlé du frein, donc de la question de l'accessibilité économique, de l'isolement social. Et est-ce qu'au niveau des cadres légaux et réglementaires, il y a aussi des freins est-ce que ces cadres légaux peuvent freiner certaines démarches dont vous venez de nous parler à l'instant? C'est-à-dire, oui, là, vous voyez une slide qui a peut-être juste un petit mot. Je vais faire un lien entre deux. Par rapport au logement individuel, il peut s'avérer à un moment nécessaire de pouvoir adapter son logement à des formes de dépendance qui arrivent avec le temps qui passe. Suite à une chute, on peut avoir des problèmes de marche après avoir eu, c'est assez typique, un col du fémur cassé. Bon, après ça, il est nécessaire de pouvoir vivre au rez-de-chaussée. Et je peux dire que la province du Brabant wallon a prévu un financement pour pouvoir adapter son logement. Mais bien sûr, cela va toucher des personnes plutôt nantis et propriétaires de leur logement qui pourront y mener certains travaux d'adaptation. Donc ça, c'est là, on voit une inégalité, en fait, par rapport à l'adaptation du logement. Et donc, s'il fallait évoquer un frein plus global, et je sais que c'est quelque chose qui est questionné pour le moment au niveau de la région wallonne, c'est quels soutiens financiers peuvent être apportés aux personnes par rapport à leur logement individuel. Alors, il y a des soutiens en termes de réflexion portés par des ergothérapeutes sur l'aménagement, poser une barre, etc. Bon, ça, c'est une chose. Alors, au niveau des lieux collectifs, ça, c'est quelque chose qui se développe fortement pour le moment. Vous voyez à l'écran ici apparaître le modèle Tube. Tube étant le nom d'une ville, en fait, en Suède, où a été expérimentée une première expérience où ce sont les aînés résidents qui gèrent ou sont dans une forme d'autogestion de leur lieu de vie. Lieu de vie collectif, tel qu'une maison de repos ici. Alors, un projet pilote a été mené en région wallonne avec 3 résidences, donc maisons de repos situées à Moresnet, Marchand-Famenne et Celle, donc pas dans le Brabant wallon, désolé. Et ce modèle, maintenant, connaît une extension avec 36 maisons de repos en région wallonne, dont certaines situées dans le Brabant wallon. C'est un projet intéressant parce qu'il permet de revisiter le modèle classique, vu un peu comme un lieu fermé, mais qui a fortement évolué quand même ces 10 dernières années, où le résident est un sujet décideur et non plus un objet, en fait, non décideur. À nouveau, la question de la capacité cognitive va intervenir sur la façon de pouvoir dire ses besoins et ses souhaits. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir dans des lieux collectifs l'idée que les personnes vivent chez elles, modèlent, organisent leur lieu de vie et ces lieux s'adaptent à leurs besoins. Ça peut aller jusqu'à choisir un papier à tapisser qui fait écho à une génération et non pas à une vision de la modernité actuelle, enfin de la décoration esthétique. Donc le tout en gris et blanc n'est peut-être pas ce qui fait le plus plaisir à des personnes nées dans les années 30, en fait, où les fleurs avaient une certaine importance dans la décoration. Enfin voilà. Donc ça, c'est une petite boutade que je cite ici. Et donc, y a-t-il des freins? Je dirais que l'expérience, oui, si vous avez une petite présentation, je reviens un peu sur ce qu'est le modèle Tube, que je viens d'évoquer, mais l'expérience récente de la pandémie nous a proposé, je vais vers la question, une question importante pour le moment, et peut-être que vous voulez me demander comment… Non, mais c'est vrai que si vous parlez de pandémie, ça me fait réagir sur justement, on a vu quand même qu'avec la crise sanitaire qu'il y a eu, il y a eu effectivement dans les maisons de repos, on a entendu par exemple en termes de distanciation physique ou même de renforcement à l'isolement social. Et c'est vrai que ça m'intéresse et j'espérais que vous alliez arriver sur ce sujet de voir comment est-ce que ça nous fait réfléchir sur un urbanisme qui peut réagir pour les aînés à ces chocs et à ces crises, quoi. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est une question hyper importante parce que nous vivons un important changement social à tous les âges, d'ailleurs pas seulement chez les aînés. Mais je vais juste terminer sur la question des freins. Il y a quand même une nécessaire réflexion sur le partage de logements privés qui est parfois un désir de certaines personnes vivant dans des bâtisses devenues trop grandes pour elles. Et là, la législation, quelque part, ne permet pas, en fait, ce partage de manière encadrée. Alors, c'est une réflexion à mener sur comment soutenir
une personne qui veut rester chez elle, mais qui souhaite partager son logement ou le diviser en deux. Alors, c'est toute une réflexion, en fait, qui revient à des décisions au niveau de la région wallonne. On ne peut pas diviser son logement comme on le veut. Donc, il y a une décision qui doit intervenir. Je ne reviens pas sur l'expression ici, mais donc il y a une loi là derrière. Alors, concernant la pandémie, donc, en effet, ici, vous avez un modèle encore de maison ouverte sur l'extérieur, au Québec, Trois-Rivières. Alors, la pandémie, eh bien, ça fait 1 an que nous vivons cette pandémie liée à la Covid-19. Jamais nous n'avons imaginé que nous connaîtrions un tel impact sur nos vies individuelles et collectives, en fait. Alors, si je touche uniquement la question des aînés, nous en sommes à la 3e vague. Ça fait 1 an que nous sommes pris par ce virus. Et je dirais qu'on peut observer des réactions dans les structures collectives, mais aussi chez les personnes privées, qui évoluent en fait en 3 vagues, 3 périodes, si je puis dire. Alors, la première vague qui s'est déroulée à partir du mois de mars 2020 et qui nous a vu connaître, comment dire, une vie au ralenti, où plus personne ne sortait, etc., a été vécue un peu sous la forme d'un printemps un peu heureux, malgré que c'était très malheureux. Mais il y a eu des mesures de protection sanitaire très fortes qui ont été posées par rapport aux plus âgés, et notamment les personnes vivantes en maison de repos, qui se sont vues fermées, en fait. Alors, les résidents, s'ils s'expriment à ce sujet, eh bien, ils se sont sentis exclus, enfermés. Et les soignants, quand même, qui travaillent et qui tentent d'offrir, de manière générale, des soins de qualité, des accompagnements de qualité aux aînés vivant dans des structures collectives, ont été quelque peu débordés, et notamment par des taux de mortalité très importants, des deuils non accomplis. Voilà. Alors, il y a eu une 2e vague et puis maintenant une 3e vague. Ces maisons se sont adaptées, se sont réouvertes, et on peut observer une évolution de l'organisation de la vie dans les structures collectives, et aussi une réorganisation de nos vies individuelles avec une attente et un espoir autour de la vaccination nous rendant nos libertés. Mais ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que les maisons de repos sont devenues des lieux fermés, avec des extérieurs où l'on sort, mais au travers de fenêtres ou de protections, de barrières, mais l'on peut sortir à nouveau maintenant, et la fermeture absolue n'est plus le cas du tout, et cela depuis la dite 2e vague. Mais il y a eu quand même une atteinte aux droits et libertés en termes de vie sociale, en termes de mobilité et de circulation, en termes d'accessibilité aux soins, des refus de soins aussi. C'est une réalité, on peut ne pas le dire, mais je ne suis pas la seule à l'évoquer. On a dû à un moment peut-être privilégier les plus jeunes par rapport aux aînés ou aux plus âgés, et finalement une atteinte aussi à l'exercice de sa citoyenneté par les aînés, de pouvoir dire ce qu'ils souhaitent par rapport à leur vie, à leur lieu de vie, au fait de sortir ou pas de leur chez-soi, de passer un seuil vers l'extérieur, vers des extérieurs où l'on peut vivre ses libertés en réalité. Donc voilà, mais j'observe en fait une évolution dans les mesures, et je sais qu'au niveau de la région wallonne, il y a une réflexion importante qui se fait pour le moment sur ces lieux collectifs, et donc qui amène, c'est ça que je voulais dire, à réfléchir des lieux dits alternatifs, comme des habitats groupés, des habitats adaptables et adaptés au cours du temps, et qui amène aussi à réfléchir à la condition du sujet âgé, en fait, et de ce qui est le mieux pour lui. Donc, tout ça nous a secoué, et a secoué aussi les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, ainsi que les grands décideurs, mais aussi les organisations de représentation des droits des personnes et des personnes âgées. Parfait, merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne, et donc là, c'était déjà dans les commentaires, je vois qu'on avait une question de Marie-Françoise Sautelet qui posait justement par rapport à cette crise sanitaire. Et du coup, je vois qu'elle pose une autre question, donc je vais peut-être nous remettre voilà, en plus visible et afficher la question. Donc, c'est une question par rapport aux communs extérieurs, donc les trottoirs, les parcs, les places de village, chemins ont pris une réelle importance en 2020-2021. Quid pour les rendre plus conviviaux et plus sécurisés?
nécessaires sont-ils pour permettre les rencontres hors de chez soi? Donc, on voit effectivement, on a parlé du lien avec l'extérieur et de l'importance de l'environnement, de l'habitat. Donc, je vous laisse peut-être répondre. Oui. Donc, laissez-moi la question. Hein, comme ça, voilà. Ouais. En effet, les communs ont énormément d'importance et en ont d'autant plus qu'on nous recommande à tous et à tous les âges de nous voir en extérieur plutôt qu'en intérieur. Alors, par bulle de 1, par bulle de 4, par bulle de 10, d'où l'importance de ces extérieurs. Et je dirais qu'il y a deux types de lieux, des lieux de circulation et des lieux d'arrêt, en fait. Alors, des lieux d'arrêt, enfin, les lieux de circulation, comme vous évoquez, Madame Sautelet, les trottoirs, le chemin, ce sont des lieux de mobilité, en fait, qui ne sont pas toujours accessibles ou facilement accessibles. Je pense ici, et c'est un thème qui a été développé dans le projet Wallonie Amis des aînés, en campagne, dans le milieu rural, on pratique le fauchage tardif, ce qui peut poser problème par rapport à la mobilité. Donc, on est obligé de marcher sur des routes, en fait, ou sur des trottoirs qui sont envahis d'herbe, et donc on peut faciliter les choses, eh bien, en suscitant un fauchage moins tardif en certains lieux, en sensibilisant aussi les populations à la taille de leurs haies pour faciliter la marche. Et au niveau des trottoirs, eh bien, en proposant des trottoirs où il n'y a pas de dalles cassées, où les pavés ne rendent pas la marche facile. Bref, il y a en effet une réflexion importante, mais qui relève des services d'urbanisme et qui, idéalement, pour les trottoirs, en tout cas, sont pensés en amont. Mais bon, on ne va pas refaire tous les trottoirs. Alors, au niveau des parcs, places de village, comment les rendre plus conviviaux et plus sécurisés? Eh bien, dans ce projet Wallonie Amis des aînés, nous avons notamment proposé d'améliorer l'éclairage en certains lieux, par exemple autour d'un terrain de basket, au niveau d'un parc, au niveau d'une petite place attenante à une maison communautaire. Nous avons aussi proposé, et cela s'est fait, et là je vais prendre l'exemple de Braine-l'Alleud, d'augmenter le nombre de bancs pour assurer à la fois la mobilité et la convivialité, et des bancs aussi adaptés aux aînés, c'est-à-dire des bancs sur lesquels, enfin, lorsque l'on s'assoit, sur ces bancs, après on peut se relever, en fait. Et le groupe Braine-l'Alleud Amis des aînés, je ne vais pas expliquer plus ce projet-là, mais des aînés, donc, ont proposé aux pouvoirs locaux d'ajouter des bancs auprès de points d'attente d'une navette, et des bancs aussi dont le design est pensé pour les besoins des aînés. Et en fait, les pouvoirs locaux ont réagi et ont ajouté, de mémoire, 7 ou 8 bancs. Voilà. Alors, le banc, c'est un support à la mobilité, mais c'est aussi un support à la convivialité. Donc ça, c'est important aussi. Et en fait, on est revenu vers des espaces privés où on a beaucoup ont leur jardin avec les bancs dans des intérieurs fermés. Eh bien, pourquoi pas susciter à nouveau, et notamment en campagne, des bancs devant sa maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans une des communes pilotes de ce projet, à Vaux-sur-Sûre. Eh bien, réapparaissent des bancs sur l'avant des façades, en fait. Donc, pas seulement dans les parcs. Merci beaucoup. Une autre question qui aborde plutôt l'évolution du logement et adapter le logement quand les familles deviennent que à 2 personnes. Donc, abordez-vous les habitats légers dans l'idée que les parents donnent leur maison à leurs enfants pour rester habités dans le jardin, par exemple, dans une petite construction à leur taille, tout en bénéficiant de la proximité immédiate de leurs enfants. Une manière de faire une transition entre l'autonomie et l'assistance d'une résidence-service. Donc, je sais que vous n'êtes pas architecte, mais peut-être est-ce que vous avez des conseils à comment les architectes peuvent être sensibilisés à cet enjeu justement du vieillissement de la population. Par contre, je vais enlever la question parce que sinon on ne vous voit plus. Voilà. Ah oui, voilà. Je vais dire deux choses. Enfin, oui, je ne suis pas architecte et c'est vrai, je ne vais pas prendre parole pour. Enfin, si je peux exprimer ce qu'ils peuvent dire, ce que j'ai compris. Mais voilà. Mais bon, ayant quand même travaillé sous la direction d'Olivier Masson, qui est ingénieur civil, architecte et professeur à Louvain, et aussi avec Robert Grabchan, je les cite parce que j'ai pu apprendre beaucoup en les côtoyant. Alors, c'est une question quand même qui est à l'ordre du jour, à la fois dans les structures de formation, mais aussi par les personnes privées et voire par les décideurs qui observent la multiplication d'habitats légers, pas seulement pour les aînés, mais aussi pour les plus jeunes, en fait. Parce que l'accès au logement coûte très cher. Ça, c'est une chose. Ça peut être une solution aussi pour des personnes en sans domicile fixe, parce que j'ai entendu parler d'un projet d'hébergement en habitat léger pour des personnes sans domicile fixe, en fait, dans tout un projet qui réfléchit. Alors, l'architecture également,
devrait pouvoir s'adapter à l'humain et tenir compte des besoins des humains plutôt que d'imposer un bâti à l'humain. Mais je pense quand même qu'on est dans enfin, pour beaucoup de bureaux d'architectes, et je suis pour le moment un projet aussi de création d'un ensemble de logements de type MR, mais avec résidence-service et habitat individualisé, intergénérationnel. Alors, ce ne serait pas du léger, et où certains grands bureaux d'architecture maintenant sont sensibles à la question. Il faut quand même dire aussi ce qui est, du point de vue de l'habitat lourd, en tout cas, c'est un marché. Pour les habitats légers, eh bien oui, je pense que ça peut être une solution, mais avec une protection quand même de l'individu âgé, parce que ce n'est pas le tout de donner sa maison à ses enfants et puis de se retrouver dans un cabanon dans le fin fond du jardin. Et la question de la maltraitance, quand même, doit être évoquée. Elle est possible. Mais si c'est une solution choisie, partagée, où chacun a une qualité de vie plus que suffisante, où l'estime de soi est respectée pour l'aîné, qui ne se sent pas relégué parce qu'il ne voit pas d'autre solution que celle-là pour encore vivre chez lui, alors oui, c'est une belle perspective. Alors, non seulement on peut construire, entre guillemets, un cabanon, mais on peut aussi adapter un espace, ça s'est vu, un garage qui est réadapté en chambre autonome. Enfin, voilà. Mais la question du respect des droits des personnes doit être pensée. Parfait. Et du coup, je vais rebondir malheureusement avec une dernière question, mais qui rentre... Donc, en fait, la question est, il devient difficile de construire des bâtiments sans étage dans mon village, en tout cas, une solution pour les personnes âgées. Mais du coup, est-ce que là, la réponse de l'intergénérationnel ou de l'abbé Field avec des personnes qui savent encore aller aux étages, etc., peut être une réponse au fait de quand même devoir construire en hauteur et que du coup, les personnes aînées qui ont besoin d'utiliser que le rez-de-chaussée peuvent. Je ne sais pas si c'est une réponse. Ça peut être. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, la question pose la question est tout à fait pertinente. Quand on devient plus âgé, plus fragile, l'idée, c'est de vivre sur un même niveau. C'est une facilitation de la vie quotidienne. En maison Abbé Field, vous pouvez avoir une partie appartement au premier étage. Et donc, les personnes, il faut le dire, qui vivent dans les maisons Abbé Field sont quand même en autonomie à peu près totale, enfin, donc capables de décider pour elles-mêmes. C'est à ça que j'associe le mot autonomie, est relativement indépendante, donc pouvant encore franchir certains obstacles dits de la vie quotidienne. Mais dans les maisons Abbé Field, vous avez des appartements au rez-de-chaussée et des appartements au premier étage. Mais c'est vrai que la norme devient des bâtiments à étage. Et donc, il faudrait penser à la construction, à réserver les rez-de-chaussée pour les aînés et les étages pour les plus jeunes. Donc là, à réfléchir avant la construction à un habitat qui respecte des règles. Et par exemple, mon collègue Robert Grabchan a créé un document qui s'appelle Habitat, Amis des aînés, qui revient sur toutes les nécessités architecturales, enfin, des prises à une certaine hauteur, des meubles construits aussi à une certaine hauteur, etc. Tout de plein pied. Et puis, à l'étage, un logement pour des aînés. Et donc, voilà, je dirais, dans ce cas-là, l'urbanisme agit un peu à l'encontre des besoins des aînés, mais pas à l'encontre d'une société. Donc, il faut poser des bons choix. En fait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé les 15-20 minutes annoncées au départ, mais c'était super intéressant. Je vous remercie beaucoup, Madame Leleu, d'avoir accepté cette nouvelle formule qui a été mise en place du coup par la Maison de l'Urbanisme. Je remercie aussi la Wallonie et la province du Brabant Wallon pour le soutien à nos activités. Je me permets de dire que nous avions déjà fait appel à vous en 2018 pour un midi de l'urbanisme sur le Papy Boom. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a le PowerPoint qui est sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller revoir cet événement. Et il y a aussi un article qui a été traité dans Espace Vie sur un projet Métamorphose. Donc voilà, ça, on est aussi en plein dans le sujet. Vu qu'il y a encore beaucoup à dire et on l'a vu aujourd'hui, on organise au mois de mai une visite guidée sur la question du logement des aînés et aussi de la place des aînés dans l'espace public. Donc, on en a également un petit peu parlé aujourd'hui. Et alors, je vous invite à suivre nos activités sur notre page Facebook parce qu'évidemment, on doit un peu s'adapter en fonction du Covid. Je vous souhaite une très belle après-midi et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain mini-midi sur l'urbanisme transitoire. Voilà, au revoir. Au revoir et merci beaucoup pour cette écoute et cet échange. Au revoir. Merci.